Bienvenue dans l'Oeil Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie, et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Salut Simon, toi tu pratiques à Clermont-Ferrand en fait au pôle santé Chanturgue. Ça fait 6 ans que tu travailles en fait en ophtalmologie quasiment pure en fait dans cette structure. Aujourd'hui on va échanger sur un sujet qui est assez intéressant et important en ophtalmologie vétérinaire. C'est quand l'iris des animaux change de couleur, puisque c'est quelque chose qui est facilement observable par les propriétaires et qui peut être lourd de conséquences pour les animaux. Mais avant ça, Simon, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que toi, tu as décidé en particulier de faire de l'ophtalmologie? Parce que je crois qu'initialement, quand tu arrivé à l'école de Toulouse, tu avais une destinée qui était plutôt orientée sur les grands animaux, les animaux de ferme. J'ai connu moi-même le même souhait au début, et je crois que tu as changé d'avis en cours de route. Salut Bertrand. Bah écoute, je te remercie de me donner la parole dans le cadre de ce podcast. Je vais essayer de faire honneur aux autres intervenants que tu as invités avant et après moi. Effectivement, tu as tout à fait raison. L'idée de l'ophtalmologie, elle n'est pas venue initialement. L'idée de l'ophtalmologie, elle s'est faite jour elle-même au fil de mes études et surtout, alors c'est très cliché, hein, mais dans la vie parfois on rencontre des mentors et le fait est que à l'école vétérinaire de Toulouse où j'ai étudié, il y avait un tel mentor qui était le professeur Alain Régnier et bien sûr son, son fidèle second, j'allais dire, Jean-Yves Doué. Et le fait est que la rencontre avec ces deux-là a été absolument déterminante dans mon choix de carrière. Moi, j'étais rentré pour faire de la mixte, hein, comme beaucoup d'entre nous. Je vais pas te faire le cliché du vétérinaire qui veut rentrer pour faire du zoo. C'est pas vrai, c'était pas mon cas. Moi, j'étais rentré pour faire de la mixte. Et en troisième année, il y a eu les cours théoriques qui étaient donnés justement par Alain Régnier, et j'ai trouvé ça tout simplement spectaculaire. Alors, associé à ça, moi j'ai une petite affinité pour la photographie au sens large, pour l'image au sens large, et je me suis très rapidement aperçu qu'en fait l'œil c'était une sorte particulière d'appareil photo. Et donc ça m'a rapproché aussi de cet attrait pour l'ophtalmologie. Donc, troisième année, les cours d'Alain Régnier. Quatrième année, la découverte en clinique, le passage au sein de la chaire d'ophtalmologie. Et très très rapidement, j'ai su que j'allais en faire mon domaine de compétences privilégié. Et aussi, moi, j'ai noté que tu étais assez présent, même très présent en fait sur les réseaux sociaux vétérinaires. C'est vrai que et ça, je t'en remercie aussi en fait. Tu co-gères avec moi et avec Charles Cassagne et Anthony Bartolo en fait le forum Vétophtalmo qui est ouvert exclusivement aux vétérinaires, qui permet un peu d'aider en fait les confrères sur les cas compliqués du quotidien. Et c'était aussi un peu l'objet de ce podcast en réflexion, c'est de permettre non seulement aux propriétaires mais aussi aux vétérinaires d'avoir un peu plus d'informations sur des sujets qui sont assez redondants et où il y a des précisions qu'on estime nécessaires à apporter, je pense. Oui, alors l'idée c'est que ça fait quelques années que je suis un peu actif sur ces réseaux-là. Il y avait différents forums sur Facebook qui étaient dédiés à la profession vétérinaire. Il y avait le point de départ, je pense que ça a été Vie de merde. Euh, Pardon pour l'expression, hein, je suis pas l'instigateur de ce groupe-là. Et rapidement, Vie de merde a été dévolu uniquement aux petites mésaventures du quotidien du monde vétérinaire. Le fait est que au tout début déjà et par la suite, se sont rapidement posé des questions cliniques là-dessus. Donc il y a eu un groupe qui est arrivé de ça, qui s'appelait Cas de merde, et ensuite il y a eu des sous-groupes ou des groupes dérivés de tout ce monde-là, et j'étais déjà un peu impliqué sur les précédents, et c'est relativement naturellement que je suis venu sur ton groupe parce qu'on y trouvait du contenu qui était relativement pertinent, et aussi et surtout parce que on s'adressait à une population qui avait beaucoup plus d'affinité pour l'ophtalmologie, qui était plus en demande, qui présentait des cas qui étaient souvent un petit peu plus construits, et c'était intellectuellement plus intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler de l'œil. Alors on a intitulé ce podcast en fait l'épisode Le regard noir de mon chat, mais on va voir aussi que le regard noir il peut être aussi dans d'autres espèces que le chat. Qu'est-ce qui fait fondamentalement que l'iris peut changer de couleur en fait dans la vie d'un animal et même dans la vie d'un humain de manière générale? Parce qu'on sait que nous on est avec les yeux bleus en fait et qu'ils évoluent avec le temps. Donc pourquoi ça? Alors,
L'idée, si on veut parler du chat en particulier, c'est qu'il y a des processus physiologiques, c'est-à-dire normaux, qui sont à l'origine des changements de couleur. Alors, chez le tout jeune félin, effectivement, il y a des yeux qui peuvent être un petit peu bleutés, c'est le cas de beaucoup de mammifères, et progressivement se met au jour la pigmentation définitive. Alors, dans une certaine mesure, ces changements pigmentaires, notamment dans l'espèce féline, mais chez tous les mammifères au sens large, ils sont notés sur tout ce qui est visible. Ils sont notés potentiellement sur la peau, ils sont notés potentiellement sur les cheveux. C'est pas pour rien qu'on appelle nos enfants nos chères têtes blondes, c'est que très fréquemment, dans le jeune âge, puis dans l'âge adulte, le degré de pigmentation de ce qui est visible, des fanères, de l'iris, de la peau, n'est pas tout à fait le même. Il y a des migrations qui se produisent, les cellules qui portent les pigments, les mélanocytes, ne sont pas réparties au même endroit, au même moment, et c'est ce qui peut conduire à ces changements de coloration ou de pigmentation. Alors, pour revenir à l'espèce féline, le changement majeur qu'on peut rencontrer, qui est certainement le plus fréquent, est un changement physiologique qui résulte simplement d'un processus de vieillissement avec des mélanocytes qui s'agrègent gentiment ensemble. Des mélanocytes, ce sont les cellules porteuses de pigments, et qui se positionnent sous forme de petites taches pigmentées qu'on peut désigner sous le nom de mélanose. Si on voulait faire un parallèle, ces petites taches pigmentées qu'on peut trouver sur les iris des chats qui prennent un petit peu d'âge, bah, ça ressemble un petit peu aux taches brunes qu'on peut trouver sur le visage, les bras, les mains, le torse de certaines personnes âgées par exemple. Donc ça, c'est une raison normale de présenter des changements de couleur sur l'iris. Il y a des raisons qui ne sont pas normales, entre guillemets, des raisons inflammatoires par exemple. Une irritation particulièrement forte ou chronique de l'iris peut conduire à des changements de couleur de celui-ci, et des raisons qui pourraient être qualifiées de tumorales, on va dire tumorales au sens large, on ne va pas préjuger de la nature, peuvent conduire également à des changements de pigmentation de l'iris. Alors, dans certains cas, ces changements de pigmentation sont diffus, c'est-à-dire répartis sur l'ensemble de la surface de l'iris, et dans d'autres, ils sont beaucoup plus sectorisés, ou même parfois si sectorisés qu'il est nécessaire de faire appel à des examens particuliers pour aller regarder des petits endroits un peu reculés de la surface irienne. Et chez l'humain, on peut trouver des sujets, en fait, qui sont albinos. Est-ce que ça existe, en fait, dans le règne animal, en fait, ou particulièrement chez le chat? Alors l'albinisme, c'est une forme particulière d'hypopigmentation ou de non-pigmentation. Chez le chien, chez le chat, à ma connaissance, c'est plus qu'extrêmement rare. On rencontre des formes de leucisme, on rencontre des formes dites de subalbinisme. Alors on joue un peu sur les mots, hein. L'idée c'est bien de parler d'individus qui sont peu ou pas pigmentés, mais l'albinisme stricto sensu, c'est vraiment extrêmement rare. On trouve chez le chat des formes particulières de faible pigmentation. On trouve ça sur des races très très connues, hein. Tout le monde a déjà vu un siamois ou un bon vieux gouttière avec la tête sombre et puis le corps un petit peu plus beige. Ça, c'est une forme particulière de faible pigmentation. On trouve des formes particulières de faible pigmentation dans d'autres espèces de mammifères qui nous sont familiers. Chez le lapin nain, par exemple, on trouve des iris très très bleus liés à des formes particulières d'hypopigmentation. Chez le chien, alors on a tous vu des chiens de traîneau et particulièrement des huskies avec des yeux extrêmement bleus. Euh, Quand on les regarde de beaucoup plus près avec des instruments particuliers, on s'aperçoit aussi que leur fond d'œil, la structure qui est vraiment sur l'arrière du globe, est très peu pigmentée aussi. Mais à proprement parler, on va parler plutôt de subalbinisme que d'albinisme vrai. Et donc du coup, le vrai critère aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est sur les pigmentations de l'iris, anormales, en fait, chez le chat. Comment est-ce qu'un propriétaire va pouvoir s'en rendre compte et à quel moment est-ce qu'il doit s'inquiéter de voir des taches, foncées apparaître sur l'iris, pourtant souvent clair, jaune verdâtre, en fait, voire bleu, de l'iris de son chat? Alors, moi, dans mon expérience, je vais parler pour moi, il y a deux circonstances particulières où les gens sont amenés à rencontrer une pigmentation différente dans l'iris de leur chat. La première, ils s'en rendent compte bien souvent tout seuls et très souvent à l'occasion de portraits de leur chat. On a tous un smartphone ou quasiment tous à présent, on fait tous des photos de nos animaux de compagnie, moi le premier, et il n'est pas rare que on fait des photos de son chat à Noël, on fait une photo du chat à Pâques et on s'aperçoit que tiens, quand on regarde les yeux, bah, il n'est pas tout à fait de la même couleur cet œil-là, ou tiens, il y a une petite tache qui est apparue, tiens, il y a une petite nuance qui n'était pas perceptible. Et ça, c'est probablement le premier motif que je rencontre. Je fais une photo de mon chat et je m'aperçois que son œil n'est pas tout à fait comme il était précédemment.
Alors après, bon, il y a tout le côté, je fais défiler pour retrouver jusqu'à quand l'iris était normal, et ça, c'est pas en consultation qu'on passe un petit moment sur le smartphone à jongler entre les différentes photos de famille pour retrouver quand est apparue cette pigmentation un peu particulière. Mais au moins, comme ça, ça permet souvent de dater, en fait, et ça, c'est hyper intéressant. La deuxième circonstance, dans mon expérience à moi, c'est le renvoi par le vétérinaire usuel du chat qui a détecté à la faveur d'un examen pour un tout autre motif, un examen vaccinal par exemple, un examen de bonne santé annuelle, et qui s'est aperçu que ce petit chat qui avait 10 ans, eh ben tiens, cette année, sur son iris, il y a une petite tache qui est apparue et ça ne figurait pas dans son dossier jusqu'à présent. Et ça, c'est un vrai motif d'aller évaluer ça d'un petit peu plus près. Et du coup, ces modifications de pigmentation, est-ce qu'elles sont forcément graves? Est-ce que c'est forcément à prendre en charge très rapidement? Et aussi, quel est le danger, en fait, finalement, pour l'œil et voire pour l'organisme? Alors, à mon sens, toute pigmentation de l'iris devrait pouvoir être relativement rapidement évaluée par un vétérinaire capable de le faire, un vétérinaire ophtalmologiste. L'idée, c'est qu'évidemment, tout n'est pas forcément grave. Je dirais que dans la majorité des cas, en fait, on est dans une situation où on peut qualifier l'évolution de physiologique, c'est-à-dire de normale, pas associée à une maladie en particulier. C'est le cas notamment des mélanoses liées à l'âge chez le chat, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, ça mérite d'être regardé d'un petit peu plus près pour essayer de faire le distinguo entre ce qui relève de quelque chose de, j'irai pas jusqu'à dire anodin, mais rencontrable sans trop s'en inquiéter, et quelque chose qui mérite un intérêt un petit peu particulier. Alors, l'idée, c'est que en consultation d'ophtalmologie, on dispose d'appareils qui autorisent, par le degré de grossissement qu'ils procurent, à avoir de beaucoup plus près, beaucoup mieux, et de beaucoup mieux notamment percevoir le caractère en relief ou pas de ces petites taches pigmentées. Et cet appareillage particulier permet de se donner une idée un peu plus fine de ce qui est susceptible de se tramer là-dessous. Alors, il y a des examens qui peuvent se faire sur chat parfaitement réveillé. Certains autres peuvent parfois nécessiter, quand on va regarder des structures un petit peu plus particulières, des procédures un peu plus avancées. Je pense à de l'anesthésie locale, par exemple. Ça ne nécessite pas d'endormir le chat, mais on peut avoir besoin de disposer des lentilles particulières contre l'œil pour aller regarder ça d'un petit peu plus près. On peut avoir besoin éventuellement de se donner une idée, une appréciation de l'épaisseur de certaines de ces lésions. Parfois, à ce moment-là, on a besoin de pratiquer ce qu'on appelle une échographie oculaire. Il y a tout un tas de choses, d'examens connexes qui peuvent permettre de se donner une idée un peu plus fine de ce qui se trame là-dessous. Mais quoi qu'il en soit, si je dois résumer ça en une phrase, toute, toute pigmentation qui n'était pas là auparavant sur un animal adulte devrait faire l'objet d'une évaluation, même si en majorité des cas, il ne se passe pas grand-chose de grave caché là-dessous. Et si c'est donc apparemment, c'est ce que tu nous évoques, il y a donc deux processus différents qui sont la mélanose et le mélanome diffus de l'iris chez le chat. C'est quoi le risque si on laisse traîner, si on comme des fois, on a des chats qui arrivent avec des stades très avancés où les gens me disent: «Bah, ça fait déjà 2 ans que ça évolue, on a un iris, complètement festonné, épaissi, avec un envahissement de l'angle irido-cornéen». Quelles conséquences ça peut apporter à l'animal, en fait, à court et moyen terme? Alors, tu viens de mentionner un point qui, à mon sens, est très important, c'est l'envahissement de l'angle irido-cornéen. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait de l'anatomie fine de l'œil, l'angle irido-cornéen, comme son nom l'indique, c'est une petite structure vaguement triangulaire qui se situe à la racine de l'iris et juste au contact avec la base de la cornée. Cet angle irido-cornéen, il a un rôle un petit peu particulier dans l'œil sur lequel on ne s'étendra pas forcément, ce n'est pas l'objet du podcast d'aujourd'hui, mais l'éventuel envahissement, l'éventuelle extension des taches colorées dans cette région-là a une valeur pronostique. On considère que ça a une valeur pronostique. C'est-à-dire que si l'on rencontre des taches colorées à cet endroit-là, ça nous incite à penser qu'il y a un risque qui n'est pas nul, que s'il s'agit d'un mélanome, il est peut-être déjà en train d'essayer de diffuser ailleurs, ce qu'on appelle faire des métastases. Le risque métastatique sur les mélanomes de chat, il est pas nul du tout. Alors les études sont pas toutes parfaitement d'accord, elles donnent pas toutes exactement les mêmes chiffres. Ce sur quoi elles s'accordent, c'est que un mélanome aérien de chat, c'est susceptible de métastaser, c'est-à-dire diffuser des cellules tumorales ailleurs dans l'organisme, dans le nœud lymphatique local ou un petit peu plus loin. Euh, dans ce type de situation, on peut éventuellement conseiller aux propriétaires une prise en charge particulière.
Donc l'idée, c'est que ces métastases ensuite peuvent se retrouver dans différentes localisations. Le mélanome, il a une petite affinité pour ce qu'on va pouvoir appeler les organes de filtration au sens large, c'est-à-dire les organes qui sont microvascularisés et qui jouent un rôle d'interface. Des métastases de mélanome, on peut en trouver dans les reins principalement, dans le foie également, mais aussi dans les poumons. Si on veut voir le côté vert à moitié plein, ce qu'on considère dans la plupart des cas, c'est que la survenue de métastases de mélanome est relativement tardive. Elles sont détectables relativement tardivement. Un certain nombre d'auteurs s'accordent à penser qu'il n'est pas rare qu'on ne les détecte que 3 ans après la détection du phénomène initial du mélanome oculaire. On peut alors à ce moment-là, pour essayer de les trouver, faire ce qu'on appelle un bilan d'extension, c'est-à-dire différents examens d'imagerie ou différentes ponctions ou différents prélèvements qui permettent d'aller rechercher la présence ou l'absence de ces métastases dans les organes cibles. Les nœuds lymphatiques, le foie, les reins, le poumon éventuellement. Donc dans le registre des examens d'imagerie, le scanner est très intéressant là-dessus, et dans le registre des examens qui permettent d'aller regarder un petit peu plus finement la population cellulaire de ces organes cibles, la cytoponction ou les microbiopsies peuvent être d'un intérêt tout particulier. Alors on parlait justement en fait sur les moyens d'explorer les pigmentations aériennes, tu nous as déjà cité donc la guénoscopie, ces choses-là. J'aimerais en savoir plus un petit peu, donc toi qui es vraiment passionné par la photographie, la macrophotographie, en quoi cette macrophotographie peut être intéressante pour le suivi, à quelle fréquence tu vas recommander ces photographies, et est-ce qu'un vétérinaire généraliste peut enfin, faire ces suivis-là, avec quels moyens, sachant que bah, les appareils photo qu'on utilise en ophtalmo sont souvent assez onéreux. Donc quoi, qu'est-ce que voilà, si tu peux me répondre à ces quelques questions. Alors, l'évaluation de ces zones pigmentées, effectivement, moi j'utilise de manière quotidienne la macrophotographie. Alors, effectivement, il y a différents appareils qui sont susceptibles de fournir des images de qualité parfois un petit peu inégale. Je dirais que généralement, ce que je conseille aux gens en moyenne, au vu de la capacité de ces tâches à évoluer, c'est de se revoir au moins initialement tous les 4 à 6 mois. Et on fait un petit check-up photo. On regarde ce que ça donne avec les photos de la séance précédente, avec les photos éventuellement des séances précédentes, et on voit comment ça s'étend ou comment ça ne s'étend pas. L'intérêt principal de la macrophotographie, c'est-à-dire une photo dont le degré de grossissement est égal à 1, c'est-à-dire que 1 centimètre dans la réalité est représenté par 1 centimètre sur le capteur photographique, c'est qu'on peut accéder à un niveau de détail extrêmement fin et que l'on peut alors détecter la morphologie très fine de ce qui apparaît grossièrement à l'œil nu comme une tache à peu près homogène. En fait, c'est rarement parfaitement homogène. Il y a des endroits qui sont un peu plus pigmentés, il y a des endroits qui le sont un petit peu moins, il y a des endroits qui peuvent être parfaitement respectueux des micro-reliefs naturels de l'iris, et des endroits qui peuvent l'être beaucoup moins et devenir beaucoup plus bombés et homogènes. Et ça, à l'œil nu, c'est compliqué à voir, alors qu'en macrophoto, ça se voit extrêmement bien. Pour les gens au domicile, c'est pas toujours facile à faire. Ce qu'on peut se dire, c'est que une photo dans une ambiance lumineuse neutre avec le flash du téléphone allumé peut parfois faire relativement bien le job. Et dans une pratique un petit peu plus généraliste auprès des vétérinaires traitants, il existe un certain nombre de dispositifs munis de petites lentilles ou de déflecteurs de la lumière flash du smartphone qui peuvent se mettre à l'avant de l'objectif d'un éventuel smartphone et qui peuvent permettre de faire des photos avec une qualité d'image tout à fait satisfaisante pour faire un petit peu de cartographie. Peut-être pas de la photo fine, mais au moins de la cartographie lésionnelle. Très bien. Et aussi, donc en pratique, les ophtalmos utilisent, bah, comme pour les ophtalmos humains, en fait, des systèmes de lampes à fente qui vont permettre d'apprécier encore plus finement le relief. Parce que malheureusement, la macrophotographie a ça de particulier qu'elle ne reflète pas forcément le relief en fait ultra fin des lésions. Et moi, ce que je conseille aussi souvent aux confrères, c'est de ne pas oublier de faire des examens de profil sur ces iris, parce que clairement, souvent on a des images, des demandes d'avis en fait, avec des qualités de photos qui sont pas si mal que ça avec les smartphones, mais qui pourraient être améliorées par des vues de profil, et on oublie même nous, en pratique quotidienne, en ophtalmo référé, de faire ces examens de profil. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la vue de profil, elle est hyper intéressante. Quand on est très très équipé en ophtalmologie, on peut mettre à profit un éclairage latéral avec un transilluminateur tout bête ou éventuellement un flash très sectorisé. Il existe des flashs dédiés à la macrophotographie qui sont capables de s'allumer d'un seul côté et qui peuvent donner un éclairage tout à fait tangentiel des lésions qui révèlent particulièrement bien les reliefs. Effectivement, un examen en fente, ça marche extrêmement bien pour repérer ce type de micro-relief.
C'est pas toujours facile parce que tous les vétérinaires ne sont pas forcément équipés d'un équipement permettant de générer une fente lumineuse suffisamment puissante et suffisamment étroite pour pouvoir évaluer finement ça. Mais dans bien des cas, les vétérinaires généralistes disposent de petits appareils, de petits ophtalmoscopes qui sont plutôt de très bons couteaux suisses et qui éventuellement peuvent aider dans ce type de choses à pouvoir mieux apprécier le micro-relief de ces lésions-là. Tu nous parlais d'examens d'imagerie, d'échographie en fait de l'œil. Hormis les examens, donc on connaît l'UBM en fait qui peut être intéressant, donc des systèmes d'échographie à ultra haute fréquence. Est-ce que toi tu as eu connaissance d'utilisation de l'OCT pour éventuellement évaluer justement ces reliefs sur l'iris? Alors pas à ma connaissance, en tout cas moi à titre personnel je l'ai jamais pratiqué. La limite principale de l'OCT, c'est que potentiellement on peut avoir une absorption par la mélanine et on peut avoir du mal à apprécier ce qui est juste en arrière de la surface. Donc c'est pas forcément la technique d'imagerie que je conseillerais pour ça. Autant ça peut être extrêmement intéressant pour cartographier d'autres types de lésions, notamment des lésions cornéennes, mais dans ce type de situation, j'en ai pas ni à titre personnel, ni à titre rapporté, une expérience incroyable. Par contre, effectivement, l'échographie, ça peut être plus intéressant parce que on fait parfois des découvertes à l'échographie. Certes, on avait une petite tache pigmentée sur la surface de l'iris, on a l'impression que dessous c'est peut-être un petit peu bombé, que le reste de l'iris, même s'il est correctement coloré, entre guillemets, paraît un petit peu bombé. On fait une échographie et on s'aperçoit que la face cachée de l'iceberg, c'était une masse rétro-irienne et qu'il y avait quelque chose en fait derrière. Et ça peut être absolument imperceptible par l'examen usuel, alors que l'échographie nous donne des infos extrêmement intéressantes là-dessus. Donc c'est plutôt cet examen-là que je pratique en première intention si j'ai un doute sur ce qui se passe dessous. Mhm. Et cette affection, elle peut être, elle est unilatérale, elle est bilatérale, comment ça se passe en général? Dans la plupart des cas, on est sur des chats adultes, parfois plus rarement sur des chats âgés, mais généralement c'est les adultes d'âge moyen. Et dans la majorité des cas, en tout cas dans la majorité des cas que je rencontre, c'est plutôt unilatéral. Les pigmentations qui sont bilatérales et peu ou pas évolutives, ou en tout cas lentement évolutives, sont plutôt évocatrices de phénomènes plutôt physiologiques ou bénins. Les pigmentations unilatérales concernant un seul iris sont plutôt évocatrices de choses un petit peu plus préoccupantes, voire même potentiellement tumorales ou malignes. Donc si je résume en fait sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, les critères de dangerosité, c'est le relief, l'évolution rapide en fait de ces taches et aussi éventuellement leur densité en pigments. Du coup, quand tu vois un animal en contrôle 4 à 6 mois après et que tu as un doublement, voire un triplement de la surface, éventuellement un envahissement de l'angle irido-cornéen, est-ce que tu fais d'autres examens ou est-ce que tu proposes directement en fait des solutions chirurgicales? Alors, j'ai tendance à être relativement interventionniste là-dessus et j'essaie, parce que si j'ai une suspicion de mélanome, je garde à l'esprit que c'est capable de se diffuser et de métastaser, j'essaie de proposer relativement rapidement de tirer l'histoire au clair. Et à mon sens, si la tâche est relativement limitée, si elle n'est pas située exagérément près du grand cercle artériel de l'iris, qui est un gros vaisseau, si elle est facilement accessible, cette tâche, eh bien, j'ai tendance à proposer de la biopsier ou de faire une biopsie exérèse, c'est-à-dire simplement simplement c'est un bien grand mot, de venir à l'aide de petits instruments ophtalmologiques, de microchirurgie, découper autour, dans l'épaisseur de l'iris, et retirer cette zone pigmentée pour en faire pratiquer l'analyse par un laboratoire d'anatomopathologie. L'idée là-dessous, c'est de se donner des éléments pronostiques. C'est-à-dire que si on a retiré une tâche, que l'analyse revient en faveur d'une mélanose sénile, ça n'exonère pas de surveiller, parce que la problématique de ces tâches est qu'elles peuvent refléter un continuum d'évolution. Ça peut démarrer comme une mélanose physiologique, et ça peut au fil du temps se transformer en mélanome. Donc si ça revient mélanose sénile ou mélanose usuelle, je continue de surveiller, mais je suis plutôt rassurant avec les gens. En revanche, s'il y a le moindre doute à l'examen anapat, ou si à l'examen anapat on a quelque chose de pas tranché et qu'on a un envahissement de l'angle iridocornéen, ou si à l'anapat on a quelque chose de pas tranché et que le reste des tâches que je n'ai pas prélevées s'étend très vite aussi, là pour le coup, on va pouvoir trancher, avec beaucoup de guillemets, en faveur du retrait directement du globe oculaire. Oui, donc en définitive, on peut dire que sur le mélanome diffus chez le chat, il n'y a pas de consensus. C'est vraiment une application pratique de
chaque vétérinaire ophtalmo qui, entre guillemets, de par son expérience, va pouvoir prendre une décision. Certes, aider aujourd'hui, je pense que la biopsie, c'est quelque chose qu'il faut démystifier, qui a un acte certes, endoculaire, mais qui, quand on a l'habitude de réaliser ce genre de chirurgie-là, c'est pas si impossible que ça, du moment que la lésion n'est pas centrée sur le grand cercle artériel de l'iris, effectivement. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est un prérequis nécessaire. Après, souvent, les histologistes aussi ne répondent pas forcément, de manière tranchée. Ils ne veulent pas forcément se mouiller vu l'évolution possible en cas de diagnostic de certitude. Alors c'est un peu l'idée, c'est que parfois on est dans une situation où on a la sensation clinique que cette petite tâche peut présenter un souci, on la retire et le résultat n'est pas tranché et c'est toujours quelque chose qui est délicat à faire passer au propriétaire. On est dans une situation où on leur a dit, on craint qu'il ne s'agisse de quelque chose de problématique, on fait une intervention qui, bien qu'elle soit relativement aisée, n'est pas tout à fait dénuée de risque. Et on revient finalement avec un truc qui est plutôt rassurant, et les gens sont parfois un peu embêtés d'avoir finalement fait cette intervention pour se dire ah finalement c'était que ça. Et ben c'est pas que ça, c'est rassurant finalement. Et c'est ça qu'il faut faire passer comme message. C'est-à-dire que maintenant on sait ce qui était dessous, et ça n'exonère pas de surveiller, mais au moins sur ce phénomène-là, on est un peu plus tranquille. Alors, moi, sur ce type de prélèvement, je fais ce qu'on appelle des prélèvements à la lame froide ou au ciseau, c'est-à-dire que je n'utilise pas, à titre personnel, le laser pour pratiquer ce type de rentrée. Je sais que c'est faisable, j'en ai pas d'expérience personnelle. On est pourtant équipé à la clinique, on opère les kystes iriens, par exemple, avec ce type de dispositif, mais dans le cadre de biopsie exérèse des lésions pigmentées de l'iris du chat, c'est pas quelque chose que je pratique. Donc finalement, en fait, la biopsie permet de diagnostiquer, mais est-ce que ça peut être aussi curatif, donc par rapport à ça? Alors, j'ai l'expérience d'un cas dans cette situation-là, avec du suivi derrière sur un chat, où il y avait une seule lésion, très sectorisée, sur laquelle j'ai pu pratiquer un retrait complet, qui est revenu mélanome, enfin mélanocytome, c'est-à-dire une forme bénigne de mélanome. C'est déjà une lésion tumorale, mais on n'est pas encore sur un cancer. Et le suivi a montré, sur plusieurs années, j'ai ensuite perdu de vue le chat, qu'il n'y avait pas eu localement, ni à cet endroit-là, ni sur l'autre œil, de récidive de pigmentation. Donc, si on a de la chance, ça peut permettre éventuellement d'être curatif. Malgré tout, tu l'as énoncé au départ, on parle de mélanome diffus, c'est rarement très localisé. Dans bien des cas, en fait, ça concerne une proportion relativement large de la surface irienne, et il est quand même relativement rare qu'on puisse être curatif avec un seul geste de biopsie. Et donc aussi par rapport au laser, on peut l'énoncer. Moi, j'ai pas de recul sur l'utilisation du laser, mais pas en laser en fait, endoculaire, mais en laser, diode, par voie transcornéenne, sur des affaiblissements en fait de processus de diffusion. Puisqu'en fait ces lasers ont des longueurs d'onde compatibles avec des éléments fortement pigmentés, qui vont du coup plus absorber ces ondes de laser, et on peut éventuellement affaiblir des lésions très circonscrites dans les stades débutants. Mais toi, donc comme tu disais, tu as pas non plus d'expérience sur le sujet. Non, non, effectivement, c'est quelque chose que je pratique pas. C'est vrai que, grosso modo, sur le mélanome, j'ai deux options chirurgicales. Soit on biopse, et ensuite on voit, soit on peut être beaucoup plus incisif, là encore, c'est peut-être pas le bon mot, et on retire d'emblée le globe. Et là, pour le coup, si on retire le globe suffisamment précocement, contrairement à la biopsie, on a de bonnes chances d'être curatif. Parce qu'on fait un retrait qui est beaucoup plus large, et parce qu'on a beaucoup plus de chances d'englober l'intégralité des lésions. Donc l'énucléation peut rester un choix, prioritaire lorsqu'on a des formes qui sont très évocatrices en fait de mélanome, Tout à fait. et ma question est vraiment en fait, c'est à quel stade tu vas réaliser un bilan d'extension? Donc pour les auditeurs moins avertis, un bilan d'extension consiste à évaluer le reste de l'organisme pour voir s'il n'y a pas déjà des métastases, présents en fait dans d'autres organes, et quel type de bilan d'extension tu vas demander, en fait? Alors le plus généralement, je pars le bilan d'extension, je commence à le proposer, dès lors que mon examen anatomopathologique ou histologique revient en faveur d'un processus tumoral, qu'il soit bénin ou malin. Le risque métastatique n'est pas nul dans un cas comme dans l'autre. Donc j'évoque d'emblée, à partir du moment où j'ai reçu les résultats, l'idée selon laquelle il est prudent de penser à faire un bilan d'extension. En première intention, nous on a la chance de disposer d'un scanner relativement fin. Donc c'est ce que j'évoque en priorité. Le principal avantage du scanner chez le chat, c'est que cela va relativement vite, parce que un chat, ça n'est pas une très grosse bête, et donc l'examen n'est pas très, très compliqué à mettre en place, ni très long à mettre en place. Le scanner, il a une certaine finesse, il permet de détecter des métastases relativement petites, et on peut balayer l'ensemble du corps du chat avec. Généralement, j'ai tendance à combiner le scanner avec une cytoponction du ganglion situé juste sous l'œil, ce qu'on appelle
le nœud lymphatique drainant. Généralement, je propose une cytoponction du nœud lymphatique mandibulaire et éventuellement, si d'autres nœuds lymphatiques apparaissent comme un petit peu réactifs au scanner, et ben je ponctionne ces éventuels autres nœuds lymphatiques. Le cervical crânien, le parotidien, potentiellement peuvent être des sites de choix s'ils sont accessibles pour une ponction. Donc, en premier, si je résume, je propose un scanner. Si au scanner, j'ai des ganglions qui apparaissent comme particulièrement réactifs, je les ponctionne, et en routine, je ponctionne d'emblée le ganglion mandibulaire. Du coup, lorsque tu vas réaliser cette énucléation, parfois avec ou sans biopsie en fait associée, on a des animaux qui sont voyants, le plus souvent, c'est ce qu'il faut préciser aux propriétaires. Donc il y a une décision d'enlever un œil, d'un organe, qui fait du sens et qui donne du sens à l'animal, qui va le rendre aveugle d'un œil, voire des fois le rendre complètement aveugle si par mégarde en fait ils ont déjà perdu, l'œil opposé pour d'autres raisons. Comment est-ce que tu approches cet élément, sachant que au final, l'œil, une fois enlevé, il y a une deuxième procédure d'analyse d'histopathologique qui peut des fois confirmer ou infirmer les premières évaluations qu'on avait eues, soit cliniquement, soit avec les premières biopsies qui avaient été réalisées. Alors c'est toujours quelque chose qui est délicat à aborder parce que l'œil, c'est un organe qui n'est pas complètement comme les autres. L'œil, c'est le regard. L'œil, c'est, pour bien des gens, le reflet de l'âme. Et perdre le regard de son chat, ça fait toujours un petit quelque chose malgré tout. Et c'est une vraie frontière psychologique pour bien des gens. Malgré tout, lorsque je propose aux gens de retirer un œil, je le fais toujours parce que j'ai des raisons de le proposer. Je le fais notamment parce que je pense que la lésion est extrêmement évocatrice de quelque chose de rapidement invalidant sur des zones pigmentées qui grossissent extrêmement vite. C'est vraiment quelque chose que je propose en première intention. Et j'explique aux gens qu'il n'y a rien de normal qui fait grossir aussi vite une zone pigmentée. Donc d'emblée, de toute façon, on est dans une situation où il faudra retirer l'œil. Je propose également d'emblée de retirer l'œil s'il y a des lésions qui étaient pigmentées puis qui brutalement ne le sont plus et deviennent un petit peu rosées. Ça, c'est un vrai mauvais signe. Donc ça, c'est d'emblée proposition de retirer l'œil aussi. Ce qu'il faut garder en tête, quoi qu'il en soit, c'est que nous, toi, moi, tout le monde, les propriétaires des animaux, les humains au sens large, on a un vrai besoin de vision binoculaire. On en a besoin pour apprécier le relief, on en a besoin pour évaluer les visages, on en a besoin pour conduire. Avec un œil en moins, toi et moi, on serait bien embêtés. Malgré tout, avec un œil en moins, toi et moi, on arrivera à se repérer, on arrivera à voir les obstacles, on arrivera à voir les déplacements, on aura peut-être du mal à évaluer à quelle distance les objets se situent, mais on va arriver à les percevoir. Et en fait, d'un point de vue de chat, c'est exactement ça qui se passe. Leur acuité visuelle, elle n'est pas du tout basée sur les mêmes éléments que la nôtre. Eux, leur acuité visuelle, elle leur sert essentiellement à repérer les contours, les déplacements, les vitesses, les contrastes. La finesse de la vision et la vision binoculaire, pour eux, elle est largement secondaire. Ils ont des tas de moyens de savoir à quelle distance se situent les choses. Quand les choses sont proches, la perception des mouvements d'air par les vibrisses peuvent leur permettre de repérer plus ou moins la proximité des choses. Quand les choses sont peu éloignées, ils sont tout à fait susceptibles, si l'objet fait du bruit, de trianguler sa position par leur audition qui est juste incroyable. Euh, Ils n'ont pas besoin de reconnaître les visages, ils sentent votre odeur, ils savent que c'est vous. Donc un chat qui a un œil, dans bien des cas, c'est un chat qui a une vie vraiment normale. Ils sont pas exagérément handicapés avec la perte d'un œil. Là où c'est plus embêtant, c'est si on intervient dans le cadre d'un œil qui est voyant, alors que l'autre ne l'est pas. Et là, potentiellement, oui, on rend le chat aveugle, et là, oui, il y a un vrai handicap. Alors, là encore, ce handicap est à pondérer en fonction du mode de vie du chat. C'est-à-dire qu'un chat qui sera dedans, dans un milieu connu, si on touche pas trop aux meubles, si on rajoute pas des plantes d'intérieur, si on lui crée pas de pièges, c'est un chat qui aura une vie normale. Il se repère extrêmement vite, extrêmement bien, ils se font une cartographie des lieux. Un chat aveugle dans une maison, il a une vie normale. Là où il est potentiellement en danger, c'est face à l'inconnu. C'est face à l'extérieur, c'est face au chien qu'on n'aura pas anticipé, c'est face à la voiture qu'on n'a pas vu venir, c'est face à la chute qu'on n'aura pas anticipé non plus. Et là, potentiellement, oui, un chat aveugle en extérieur, il peut être en danger. Donc, si on est amené à intervenir sur un chat qui est à l'intérieur, je leur explique que ça va représenter une petite épreuve pour le chat, mais que ça va bien se passer. Si on est sur un chat qui est à l'extérieur, ben, il va falloir le garder à l'intérieur pour sa propre sécurité. Et pour le coup, si on est sur un chat qui a tout le temps été dehors et qui va devoir être rentré pour ça et que les propriétaires s'en inquiètent, ben, ça doit faire l'objet d'une vraie discussion, parce que certains chats tolèrent très mal la vie à l'intérieur. Donc c'est un risque qui devra être pondéré en fonction du mode de vie du chat.
Du coup, en fait, est-ce qu'on peut dire que toutes les mélanoses, même les plus simples, risquent d'évoluer forcément en mélanome à moyen terme? Je me souviens d'une conférence à l'ECVO il y a maintenant 4 ans, où c'était évoqué effectivement le fait que la moyenne d'évolution, c'était au bout de 4 ans, on avait, quelle que soit la pigmentation irienne, elle évoluerait en mélanome sur une moyenne de 4 ans, donc ce qui représente aussi avec un écart type assez important. Donc il y a des animaux qui au bout de 6 mois vont évoluer en mélanome et d'autres jamais, puisque souvent c'est constaté sur des sujets qui sont déjà assez âgés. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi? Alors mon point de vue, il va pas discorder de ceux des spécialistes sur le sujet, hein. Je pense qu'effectivement c'est un continuum. Je pense qu'il y a une chance qui n'est pas nulle que ça évolue un jour sur un terme qui est pas toujours facilement précisable, mais que ça évolue un jour sur un phénomène un petit peu plus pathologique. Et quoi qu'il en soit, une mélanose, même sur un chat âgé, même avec des pigmentations pas hyper soutenues, plutôt ocre que brune, plutôt hétérogène que très homogène, ça reste un motif de surveillance. C'est pas forcément un motif d'inquiétude, mais ça reste un motif de surveillance. On a parlé essentiellement du chat, mais est-ce que, à part le chat, dans ta discipline, est-ce qu'il y a d'autres espèces dans le domaine vétérinaire qui peuvent être affectées par ces mélanomes? Alors, probablement toutes les espèces, c'est pas forcément décrit aussi bien dans toutes les espèces. On a énormément de données sur le chat parce que c'est la forme la plus classique, la plus facilement repérable, mais techniquement, des mélanomes, il peut en survenir à partir du moment où on a des mélanocytes. Et des mélanocytes, il y en a dans les iris de toutes nos espèces domestiques et dans les iris de toutes ou presque les espèces sauvages. Donc, on pourrait considérer que on peut en avoir chez le lapin, on peut en avoir certainement chez le chien, hein, j'ai des cas à ce sujet-là. On en trouvera certainement dans toutes les espèces où on en recherchera. Mais cette forme de mélanome vraiment diffus, qui rend encore plus compliqué son diagnostic, c'est quand même une singularité assez propre à l'espèce féline. Oui, c'est félin, ça. Pour le coup, c'est une modalité d'évolution qui est vraiment féline. C'est pas parce qu'il existe des phénomènes dans telle ou telle espèce qu'ils vont tous évoluer exactement de la même manière. Et pour le coup, tu as raison de le souligner, dans l'espèce féline, on a ces formes qui sont très particulières. Du coup, toi, quel conseil, finalement, en fait, l'unique conseil que tu donnerais à des propriétaires qui nous écoutent et dont le chat pourrait présenter des taches noires sur l'iris? Faites des photos de votre chat et amenez-le chez votre vétérinaire. Si toutefois il a la sensation que quelque chose de pas tout à fait normal se passe là-dessous, s'il en est capable, il vous proposera un examen ophtalmologique approprié. S'il ne s'en sent pas, il vous aiguillera vers un professionnel capable de le faire. Super. Et je te pose une dernière question un peu plus personnelle. Toi, qu'en tant qu'ophtalmo et en plus fan de photographie, tu préfères l'iris de l'homme ou l'iris de l'animal? Alors, j'ai pas l'occasion de photographier aussi souvent les risques de mes semblables comparativement à ceux des animaux de compagnie, mais il y a certainement une richesse, un relief, un nuancier qui est très très propre à l'espèce humaine et qui est absolument spectaculaire. Il y a des photographes qui sont spécialisés dans la photographie de l'iris. On peut faire des tableaux avec ça. Si on allait un petit peu plus loin, on pourrait faire de la reconnaissance individuelle avec ça, parce que le degré de relief, de nuancier est tel que c'est probablement presque plus précis qu'une empreinte digitale. Il y a des tas de choses à faire avec l'iris. Mais écoute, Simon Privat, je te remercie énormément en fait pour ta participation aujourd'hui à ce podcast. Je rappelle aux auditeurs, donc si vous habitez donc dans la région de Clermont et que vous avez besoin de consulter un ophtalmologue, vous pouvez consulter le docteur Privat qui exerce avec aussi donc Sylvain Médan. Vous êtes deux, hein, On est deux, au oui, centre, tout à fait. c'est ça. Et en tout cas, je te remercie pour ta participation et pour la richesse des informations que tu nous as apportées aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. Au revoir, À Simon. bientôt. Aujourd'hui, on a vu avec Simon Privat qu'un changement de l'aspect ou de la couleur de l'iris de son chat doit toujours motiver une visite chez un vétérinaire ophtalmologue assez rapidement. Le mélanome diffus est une entité singulière à l'espèce féline et tous les animaux peuvent également présenter des mélanomes. On peut se baser sur des anciennes photos prises avec son smartphone pour apprécier l'évolution de la surface, de la densité, voire du relief des taches sur l'iris. Le vétérinaire ophtalmologue fera la distinction entre mélanose et mélanome diffus en s'aidant de différents examens comme l'examen en fente, la macrophotographie, l'échographie ou bien encore la biopsie. Le danger principal est le passage de cellules tumorales dans la circulation générale via l'envahissement de l'angle iridocornéen chez le chat. En cas de confirmation clinique ou histologique de mélanome diffus de l'iris, il convient de réaliser une énucléation qui pourra être précédée d'un bilan d'extension générale. Il ne faut pas perdre de vue que la décision d'enlever un œil n'est jamais chose aisée et qu'elle est l'unique solution afin d'éviter des complications systémiques. Le mois prochain,
nous retrouverons le docteur Sophie Cognard qui nous parlera du glaucome chez l'animal parce qu'eux aussi peuvent monter en pression. Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de l'œil au clébard, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr.